Ce week-end, les États-Unis ont lâché une bombe sur la guerre en Ukraine. Le pays a un plan de paix, un plan en 28 points pour être précis, et qui portait toutes les marques de l'influence russe. Ce plan est en train d'être débattu aux États-Unis, en Europe et en Ukraine à l'heure où nous parlons. Si ce plan est accepté tel quel, Vladimir Poutine obtient tout ce qu'il souhaite. Des territoires, pas d'Ukraine dans l'OTAN, retour de la Russie sur la scène mondiale, sujet complexe. Le plan proposé par les États-Unis pourrait ne pas être celui finalement transmis à la Russie. Voici l'essentiel sur les pourparlers de paix ukrainiens, à la date de publication de cette vidéo. Tout d'abord, examinons les bases du plan. Pratiquement tous les grands médias ont publié des articles sur le plan de paix initial de l'Amérique, qui comportait 28 points. D'après The Guardian, le plan a été conçu en octobre lors d'une rencontre entre l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et son homologue russe, Kirill Dmitriev. L'influence de cette rencontre est claire. Selon Al Jazeera, la première version du plan exigeait que l'Ukraine fasse d'importantes concessions à la Russie pour stopper l'invasion de Poutine. Ces concessions comprenaient, sans illimité, la cession de l'ensemble de Luhansk et de Donetsk, en plus du gel des lignes de front à Zaporijia et Kherson. Luhansk et Donetsk, ainsi que la Crimée occupée, seraient reconnus comme territoire russe par les États-Unis, la Russie acceptant de renoncer à tout autre territoire qu'elle détient en dehors de ces 5 régions. Des problèmes surgissent dès le début. L'Ukraine refuse et ne veut pas céder de territoire, et nous en expliquerons plus tard les raisons. Mais cela ne couvre qu'un seul point du plan. Parmi les nombreux autres, il y avait la limitation de l'armée ukrainienne à 60 000 membres, directive sur l'utilisation des avoirs russes gelés au grand bénéfice des États-Unis. Et une demande que l'Ukraine inscrive dans sa constitution qu'elle ne rejoindra jamais l'OTAN. Il y a beaucoup d'autres points, et nous allons les examiner plus en détail dans un instant. Cependant, la nature de l'accord de paix, notamment ses nombreux points favorables à la Russie, a déjà suscité des questions sur son auteur. Sky News rapporte que le plan a provoqué la colère de plusieurs sénateurs américains, dont certains ont interrogé le secrétaire d'État Marco Rubio. D'après Sky News, ces sénateurs disent que Rubio leur a expliqué que le plan reflétait surtout les souhaits de la Russie, et non la position américaine. Le département d'État américain a démenti ces affirmations. Mais le simple fait que de tels rapports existent montre qu'il y a beaucoup de confusion autour du plan américain. Le sénateur républicain Mike Rounds a vivement critiqué le plan. Lors d'une conférence sur la sécurité au Canada, Rounds a affirmé « Cette administration n'était pas responsable de cette publication. Il souhaite l'utiliser comme point de départ. » Rounds a ensuite fait une déclaration importante, qui semblait avoir été écrite en russe à l'origine. Bien sûr, les États-Unis affirment que ce n'est pas le cas, Rubio s'exprimant sur X pour le proclamer. Les États-Unis ont rédigé la proposition de paix, présentée comme base solide pour les négociations. Elle repose sur les contributions russes, ainsi que sur celles, passées et présentes, de l'Ukraine. Mais la confusion et le contre-coup d'un plan de paix pro-Russie ont suscité un tollé. Donald Trump a même déclaré que le plan n'est pas une offre finale pour l'Ukraine, malgré le fait que l'administration américaine ait auparavant donné à l'Ukraine jusqu'au 27 novembre pour accepter le plan. Cette acceptation n'aura pas lieu. L'Ukraine et l'Union européenne, ont commencé à réécrire le plan. Le plan proposé par les États-Unis ne sera pas présenté à Poutine, d'où une analyse point par point. Nous aborderons les 28 points, les amendements possibles de l'Union européenne, et expliquerons pourquoi certains ne conviennent pas à l'Ukraine. Le premier point est simple, et l'Ukraine l'accepterait facilement. Les États-Unis affirment, avec l'accord de l'Union européenne, que la souveraineté de l'Ukraine sera confirmée. Cette souveraineté fonde l'accord. Le second point paraît aussi équitable pour tous. Il prévoit un accord de non-agression entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe, même si l'Union européenne a remplacé l'Europe par l'OTAN. C'est logique, car l'Europe n'est pas unie face à la Russie. Rappelez-vous que l'Union européenne est un bloc, pas tout le continent. Elle semble surtout préoccupée par ses membres, avec ces pays européens, qui ont refusé de prendre parti ou soutenu la Russie. En se concentrant sur l'OTAN, l'Union européenne a veillé à intégrer le Royaume-Uni, hors Union européenne dans le plan de paix. Avec 23 des 27 membres de l'Union européenne, aussi membres de l'OTAN. Ce changement concerne surtout les zones européennes qui inquiètent l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne. Nous y reviendrons plus tard avec le plan américain. Le point 3 marque le début des controverses. Initialement, les États-Unis demandaient à la Russie de garantir la non-invasion de ses voisins et à l'OTAN de stopper son expansion.
La version révisée de l'Union européenne a supprimé ce point sans le remplacer, montrant que l'Union européenne et l'Ukraine refusent de toute formulation influençant l'avenir de l'OTAN. Concernant l'OTAN, le point 4 du plan américain prévoit un dialogue flou entre la Russie et l'OTAN, médiatisé par les États-Unis. La version révisée de l'Union européenne maintient ce point, en précisant qu'un tel dialogue doit traiter les questions de sécurité et viser à réduire les tensions. La médiation américaine n'est mentionnée nulle part dans le projet. Cela suggère que l'Union européenne et l'Ukraine ne considèrent pas les États-Unis comme une partie neutre, apte à gérer une telle discussion. Et ils ont raison. Même en mettant de côté les questions d'influence russe sur le plan, les États-Unis sont membres de l'OTAN, ce qui signifie qu'ils sont automatiquement une partie partiale. Du moins, cela devrait être le cas. Sur le point 5, les États-Unis promettent à l'Ukraine des garanties de sécurité fiables, alors que l'Union européenne parle de garanties solides. Rien de plus à ajouter. Cette mention des garanties de sécurité reste très vague. Néanmoins, la plupart de ce qui a été vu jusqu'à présent est positif pour l'Ukraine. C'est au point 6 que le plan commence à devenir clairement pro-russe. Ce point exige que l'Ukraine limite ses forces à 60 000 soldats, ce qui est très contraignant. Un pays qui a passé près de 4 ans à combattre une nation dont l'armée est environ 2 fois plus grande. L'amendement de l'Union européenne fixe la limite à 80 000, mais cela reste une restriction pour l'Ukraine. Cela pourrait donner à Poutine une idée de la taille de l'armée qu'il doit lever s'il veut rompre un accord de paix. Ensuite, vient le point 7. L'Ukraine doit renoncer à toute adhésion à l'OTAN dans sa constitution, et l'OTAN doit également être légalement empêchée de permettre à l'Ukraine d'y adhérer. Ainsi, l'Ukraine ne peut pas bénéficier de la sécurité collective de l'OTAN, ce qui limite sa défense future face à la Russie. L'Union européenne a retiré toute mention d'interdiction, et affirme que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN dépend d'un consensus. Aucun consensus pour l'instant. Les États-Unis, l'un des 30 membres de l'OTAN, poussent un veto permanent à l'adhésion de l'Ukraine. Le plus puissant, certes, mais un seul membre. Après avoir pris connaissance de cette partie du plan américain, Poutine aurait probablement affiché un large sourire. Le point 8 avantage aussi la Russie, car les États-Unis affirment que l'OTAN n'enverra jamais de troupes en Ukraine. L'Union européenne a modifié cela, pour préciser qu'il n'y aura pas de déploiement permanent de troupes en Ukraine en temps de paix. L'Union européenne souhaite que l'OTAN conserve le droit d'envoyer des troupes si nécessaire. Il est aussi pertinent de s'interroger sur la signification des garanties de sécurité que l'Ukraine recevrait avec ce plan. Comme indiqué, plus de 20 pays de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. Si eux ne peuvent pas entrer en Ukraine, qui le peut ? Cette clause empêcherait toute grande puissance militaire d'envoyer des troupes en Ukraine contre l'agression russe. Le point 9 est surprenant, car il exige le stationnement d'avions de chasse européens en Pologne. La version révisée de l'Union européenne a remplacé cela par des avions de l'OTAN. Maintenant, la Pologne dans le statu quo. Les avions de l'OTAN entrent régulièrement en Pologne, la France ayant envoyé un trio de Rafale après l'incursion d'un drone russe dans l'espace aérien polonais. L'idée est que l'Europe défendra les frontières polonaises face à la Russie, alors que l'Union européenne pense que cela devrait être une mission de l'OTAN, surtout compte tenu du statut de la Pologne en tant que membre de l'OTAN. Avec le point 10, les États-Unis semblent ramener le plan vers quelque chose qui pourrait favoriser l'Ukraine. Elle propose une garantie de sécurité américaine, qui fonctionne comme l'article 5 de la charte de l'OTAN. Selon l'article, les membres de l'OTAN doivent aider tout membre attaqué sur son territoire. On peut supposer que les États-Unis aideront l'Ukraine si la Russie envahit à nouveau. Les États-Unis ont aussi prévu que l'Ukraine annule ce point du plan si elle frappe Moscou ou Saint-Pétersbourg avec un missile. L'Union européenne a retiré cette disposition, consciente que la Russie pourrait l'utiliser pour faire croire à une attaque ukrainienne inexistante. Néanmoins, le point 10 est favorable à l'Ukraine. Il en va de même pour le point 11, puisqu'il affirme que l'Ukraine ne sera pas empêchée d'accéder à la pleine adhésion à l'Union européenne. Le pays aura aussi un accès temporaire au marché pendant les négociations d'adhésion, ce que l'Union européenne a accepté. Au point 12, les États-Unis annoncent la reconstruction de l'Ukraine, avec la création d'un fonds de développement et un plan d'infrastructures énergétiques commun avec l'Ukraine. Le plan de paix inclut aussi un financement de la Banque mondiale, ainsi que la reconstruction des régions endommagées par la guerre et des investissements dans des domaines tels que l'intelligence artificielle et l'extraction de minéraux. Une grande partie de cela a déjà été convenue auparavant, et du point de vue de l'Ukraine, cela convient. Au point 13, de grandes concessions sont de nouveau accordées à la Russie. Ce point exige la réintégration de la Russie dans l'économie mondiale et son retour au groupe des 8.
Depuis 2014, ce groupe est devenu le groupe des 7 après l'exclusion de la Russie pour son agression en Ukraine et l'annexion de la Crimée. L'Union européenne n'a jusqu'à présent mis aucun obstacle à ce point, ce qui suggère que c'est un point sur lequel l'Ukraine pourrait être d'accord. Viennent ensuite les avoirs russes, gelés, que nous avons mentionnés plus tôt. Le point 14 précise que 100 milliards de ces avoirs serviront à la reconstruction menée par les États-Unis, qui garderont 50% des bénéfices. L'Union européenne doit aussi fournir 100 milliards de dollars issus de ces avoirs gelés, le reste allant dans un fonds d'investissement américano-russe commun. Les États-Unis tentent d'imposer à l'Union européenne la gestion des 240 milliards de dollars d'avoirs russes gelés. L'Union européenne a jusqu'à présent refusé. Elle propose que la Russie paie plutôt des réparations pour les dégâts qu'elle a causés en Ukraine, sans mention d'investissement ni de profit. Il semble que l'Union européenne se méfie beaucoup de toute partie du plan qui donnerait aux États-Unis une chance de tirer profit de la guerre en Ukraine. La suggestion de l'Union européenne est certainement plus simple. Le point 15 passe à l'application. Aux États-Unis, un groupe américano-russe gérera la sécurité du projet. L'Ukraine sera totalement exclue de l'Union européenne, selon la nouvelle version de l'Union européenne. C'est logique, car le plan américain demande à l'Ukraine de faire confiance à l'Amérique agissant pour son intérêt. Bien que l'administration Trump ait, à plusieurs reprises en 2025, coupé l'aide militaire et le partage de renseignements à l'Ukraine, tout en lui interdisant d'utiliser les missiles Atakim contre la Russie. La première est une menace que les États-Unis ont de nouveau brandie pour pousser l'Ukraine à signer un accord de paix. Selon Reuters le 22 novembre, il est logique que l'Union européenne et l'Ukraine refusent de confier tout le pouvoir aux États-Unis et à la Russie, l'Ukraine ne faisant pleinement confiance à aucun d'eux. Aucun changement aux points 16 et 17. Le premier demande à la Russie de codifier la non-agression envers l'Ukraine et l'Europe, le second exige qu'elle prolonge ses traités nucléaires, dont traité de réduction des armes stratégiques 1. Le thème nucléaire est maintenu avec le point 18 qui demande à l'Ukraine de réaffirmer son statut d'État non nucléaire. Il n'y a pas d'objection de la part de l'Union européenne, et vraisemblablement de l'Ukraine sur ces points. Mais ensuite, le plan aborde la question de Zaporijia, avec le point 19. Le plan propose de partager à parts égales la centrale nucléaire de Zaporijia, contrôlée par la Russie depuis le 4 mars 2022. Autrement dit, la moitié de l'électricité serait destinée à l'Ukraine, l'autre à la Russie. L'Union européenne a maintenu ce point inchangé dans sa nouvelle version. La centrale a été gravement endommagée, sans doute mal gérée depuis l'occupation russe. Les réparations ont commencé en octobre, lorsque des zones de cessez-le-feu locales ont été établies dans les régions où les lignes électriques ont été endommagées. L'Ukraine pourrait coopérer avec la Russie sur cette centrale, au moins pour éviter qu'une mauvaise gestion russe n'entraîne un incident nucléaire. Le point 20 vise l'Ukraine, l'invitant à instaurer des programmes éducatifs pour promouvoir la compréhension culturelle. L'Union européenne recommande de maintenir la protection des minorités linguistiques et d'adopter ses règles sur la tolérance religieuse. Le projet américain précise aussi à l'Ukraine d'interdire toute idéologie nazie. Fait intéressant, c'est la même justification que Vladimir Poutine a donnée pour l'invasion de l'Ukraine, affirmant vouloir la dénazifier. L'Union européenne a retiré cette clause, ainsi qu'une disposition exigeant que la Russie et l'Ukraine abolissent les mesures discriminatoires et garantissent l'égalité des droits aux locuteurs ukrainiens et russes dans les médias et l'éducation. Passons au point 21, et c'est le plus important. Les États-Unis affirment que l'Ukraine doit céder Donetsk, Louhansk et gueuler les lignes de combat à Kherson et Zaporijia. On peut supposer que 74% des deux dernières régions occupées par la Russie en août seront reconnues comme territoire russe par les États-Unis. En plus de Donetsk, Louhansk et la Crimée, le plan prévoit également des conditions pour les parties de Donetsk contrôlées par l'Ukraine. Ce sera une zone tampon démilitarisée, reconnue comme russe, mais la Russie n'y entrera pas. C'est peut-être le plus gros problème du plan de paix américain. Et l'Union européenne a complètement réécrit le point 21. Le plan européen précise que l'Ukraine s'engage à ne pas reprendre militairement les territoires occupés. Une cession n'aura lieu, si elle a lieu, qu'après des négociations sur des échanges de territoires, en prenant la ligne de contact actuelle comme base. L'Ukraine pourrait refuser les deux versions, mais légalement elle ne le peut pas. La constitution ukrainienne interdit au président, Volodymyr Zelensky, de céder un territoire souverain à un autre pays. Pour contourner cette loi, et il ne semble y avoir aucune indication qu'il veuille le faire, il faudrait alors modifier toute la constitution ukrainienne. Quant à Poutine, il obtiendrait ce qu'il a toujours voulu.
Le contrôle de la Crimée, de Donetsk, de Louhansk, avec l'aval des États-Unis, ainsi que de grandes parties de Kherson et Zaporizhia. Cela permettrait au président russe de proclamer la victoire, même sans renverser l'Ukraine. Le point 21 est le plus avantageux pour la Russie parmi les 28. Les autres sont surtout vus comme un accord entre l'Union européenne et les États-Unis. Au point 22, les États-Unis affirment qu'aucune nation ne doit s'emparer d'un territoire par la force après un accord de paix. Sinon, les garanties de sécurité seront annulées. La Russie doit aussi permettre à l'Ukraine d'utiliser le Dnipro et la mer Noire pour le commerce et l'exportation de céréales. Conformément aux points 23 et 24, les États-Unis et l'Union européenne soutiennent un échange généralisé de prisonniers de guerre, ainsi que le retour de tous les otages civils et enfants enlevés. Le point demande aussi la réunification des familles et le soutien aux victimes de ces enlèvements et crimes de guerre. Les enlèvements d'enfants sont un grave problème. En juin, Al Jazeera a indiqué que l'Ukraine estime que la Russie a enlevé environ 20 000 enfants depuis le début de l'invasion. Le point 25 est également intéressant. Les États-Unis ont demandé à l'Ukraine d'organiser des élections dans les 100 jours après l'accord de paix. Trump avait déjà appelé Zelensky dictateur en février, oubliant que l'Ukraine a suspendu les élections à cause de la guerre avec la Russie. Certains y voient une façon pour la Russie de soutenir un candidat pro-Poutine pour remplacer Zelensky. L'Union européenne a adouci son discours en affirmant que les élections en Ukraine doivent se tenir dès que possible. Les 3 derniers points portent sur les modalités de l'accord de paix. Au point 26, les États-Unis ont affirmé que toutes les parties doivent recevoir une amnistie totale pour les crimes de guerre commis, sans poursuites ultérieures. L'Union européenne a précisé que des mesures doivent être prises pour répondre à la souffrance des victimes. Le point 27 exige un accord juridiquement contraignant entre la Russie et l'Ukraine, prévoyant des sanctions en cas de violation. Le Conseil de la paix supervisera cet accord, dirigé par Donald Trump. Notez qu'il s'agit de Trump et non du président des États-Unis. Enfin, le point 28 précise qu'un cessez-le-feu débutera juste après le retrait des troupes d'Ukraine. L'Union européenne demande aux États-Unis de négocier des mécanismes de surveillance pour garantir le cessez-le-feu. Beaucoup de modifications ont été apportées avec la contre-proposition de l'Union européenne. Où en est le plan ? Comme dit plus tôt, Trump a qualifié le plan américain de point de départ, pas de plan définitif. Euromédan Presse précise que le plan initial amènerait aussi les États-Unis à violer 71 engagements internationaux, dont 13 traités et 23 accords politiques. Ce n'est pas très flatteur pour le plan américain. Cela renforce aussi l'idée que les États-Unis voulaient juste lancer une discussion sur la paix. Fait intéressant, il pourrait exister une autre version du plan, en plus des projets américains et européens dont nous avons parlé dans cette vidéo. Le Kyiv Post a analysé ces projets le 24 novembre. La veille, le Kiev indépendant rapportait que des représentants américains et ukrainiens s'étaient rencontrés à Genève pour entamer des négociations de paix. D'après le média, les négociations du plan en 28 points se sont bien passées, menant à sa réduction à 19 points. Cela n'est pas confirmé en dehors des propos de sources anonymes. Zelensky a seulement évoqué une réduction, sans donner de chiffres ou détails précis. Le lendemain, le Kiev Post a indiqué que les États-Unis et l'Ukraine étaient d'accord sur la majorité du plan. Mais les deux parties doivent encore s'accorder sur le territoire et l'OTAN, des points jugés trop favorables à la Russie par l'Ukraine. La situation demeure incertaine, mais la décision des États-Unis semble avoir fait progresser le dialogue de paix. Cependant, le plan en 28 points est encore en cours de modification, et il reste une grande question à résoudre. Que dira la Russie ? Poutine ne veut peut-être même pas la paix, surtout que ses forces se battent encore pour Pokrovsk. L'Ukraine répond brutalement aux troupes russes cachées dans cette ville. Découvrez la réponse dans notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour plus d'actualités sur l'accord de paix en Ukraine. Merci de nous regarder.